Bonjour le groupe 2. Voici le corrigé des exercices correspondant aux divisions cellulaires chez les eucaryotes. Si vous ne vous êtes pas donné la peine de faire ces exercices, vous n'allez pas comprendre grand-chose à ce que je vais dire et ce sera d'une inefficacité totale, ça ne s'appelle pas travailler. Il faut absolument avoir fait les exercices avant pour que ce soit efficace. Un deuxième objectif à cette vidéo, travailler la méthodologie type bac. Alors, démarrons avec l'exercice numéro 16, page 36. On vous demandait de caractériser les cycles cellulaires de ces deux périodes et donc d'identifier deux périodes à ce moment-là. Je commence par un point méthodologique. Premièrement, recherche de l'objectif du sujet. Il s'agit des cycles cellulaires au cours du développement embryonnaire. Puis je vais rechercher un point possible. On avait dit qu'il y avait deux périodes, donc le stade morula et le stade blastula. Ensuite, je vais chercher les documents à associer. Dans le grand 1 au stade morula, je mets le document A, le document B et le document C. Donc vous comprenez qu'il ne s'agit pas de mettre les documents forcément dans l'ordre. Et dans le grand 2 pour le stade blastula, je choisis le document A, le document C et de nouveau le document D. Dans le 4, extraire des informations utiles, je reviendrai sur la méthodologie sur ce point-là. Et pour conclure, ce sera une réponse au problème posé. Le problème posé, c'était les caractéristiques de ces cycles cellulaires. Alors allons-y. Au stade morula, vous avez un embryon qui ne fait que quelques cellules, c'est dans le document A. Puis vous avez le document B, une variation de la quantité d'ADN en fonction du temps, et je remarque qu'il y a une succession de cycles cellulaires sur environ 6 heures, avec des cycles qui durent à peu près 1h30, et je vois que la quantité d'ADN double en phase S et diminue en phase de mitose. Je peux associer ces documents au document C, où je vois le nombre de cellules en fonction du temps, et je remarque qu'il y a une première phase d'une vingtaine d'heures, avec une augmentation très rapide du nombre de cellules pendant environ 12 cycles cellulaires. Je vais passer maintenant au stade blastula. Au stade blastula, j'ai dans le document A un grand nombre de cellules, je ne peux plus les compter, et je commence à avoir une organisation avec une cavité. Dans le document B, variation de la quantité d'ADN et de la masse de la cellule en fonction du temps, je note une augmentation de la masse cellulaire en phase G1 et en phase G2 quand la quantité d'ADN est stable. Par contre, je n'ai pas d'augmentation de la masse cellulaire en phase S, alors que justement en phase S, j'ai la quantité d'ADN qui double. Pour finir, je reprends mon document D et je m'aperçois là que j'ai une phase de ralentissement de la vitesse de division cellulaire après 20 heures. Je dois faire ma conclusion. Pour faire la conclusion, je me rappelle de mon objectif. C'était les caractéristiques des deux phases embryonnaires. Alors, au stade morula, les divisions cellulaires sont rapides, alors qu'au stade blastula, j'ai une alternance de phases de croissance et de phases de division cellulaire avec une organisation des cellules. Passons maintenant à l'exercice numéro 17, page 37. On vous demandait l'effet anticancéreux, mais on vous demandait aussi l'action mitotique et vos connaissances. Alors allons-y. Point méthode, je recherche l'objectif de mon sujet, c'est l'effet anticancéreux de substance. Je recherche ensuite un plan possible. Je prends le fonctionnement du réseau mitotique normal et ensuite je dois expliquer le mode d'action anticancéreux de ces trois substances. Je peux associer mes documents, là c'était pas trop difficile. Pour le fonctionnement du réseau mitotique, c'était le 1 et le 2, et pour le mode d'action des trois substances, c'était le 3 et le 4. Je dois extraire des informations utiles, mais je dois aussi interpréter. Interpréter, ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre aux problèmes posés, mais
de manière partielle avec les documents que je traite. J'ai une conclusion qui est aussi une réponse, mais cette réponse doit être courte. Elle doit être faite à peu près en 2 phrases avec les mots-clés essentiels. Allons-y. Donc, répondre sur le sujet de l'action antimitotique. Alors, le fonctionnement du réseau mitotique. C'est le réseau mitotique, c'est un ensemble de microtubules et chaque microtubule est composé de 2 types de protéines, alpha-tubuline et la bêta-tubuline. Dans le document 1, je vois que ces microtubules se renouvellent très rapidement par un système de polymérisation et de dépolymérisation, c'est-à-dire rajouter toujours le même motif répétitif ou détruire ce motif répétitif. Je vois que ça va permettre de faire croître ce fuseau ou de le raccourcir ou de le déplacer et surtout de déplacer les chromosomes. Donc, quelles sont les informations utiles? Le fuseau mitotique est composé de 2 polymères de protéines dans le document 2, dans le document 1, pardon. Dans le document 2, un renouvellement rapide, le cycle de polymérisation, dépolymérisation, croissance, raccourcissement, déplacement des chromosomes. Pour interpréter, je dois me rappeler quel est mon problème. Effet antimitotique, mais là, il faut que ça marche, que le fuseau mitotique il fonctionne. Donc, au cours de la mitose, le renouvellement des microtubules va servir à la séparation des chromatides dans les 2 cellules filles. Je passe à ma deuxième partie, le mode d'action des 3 substances. Dans le document 3, je m'aperçois qu'au cours de la polymérisation, si j'ajoute de la colchicine, la vinblastine, eh ben la polymérisation est très lente et que au cours de la dépolarisation, si je rajoute du taxol, la dépolarisation ralentit. Dans le document 4, ce sont les structures moléculaires et je vois que si j'ai de la vinblastine, et de la vinblastine et de la colchicine, mes molécules sont attachées les unes aux autres. Si j'ai du taxol, le taxol, lui, sera inséré à l'intérieur de la tubuline. Alors, comment allez-vous rédiger? Pour les informations utiles du document 1, vous avez une expérience. Alors, une expérience, il faut toujours commencer par la condition expérimentale, puis le résultat. Alors, quelle est la première condition expérimentale? Avec de la colchicine ou de la vinblastine, quel est le résultat? Il y a une faible polymérisation en microtubules. Deuxième expérience, condition expérimentale avec du taxol, quel est le résultat? J'ai un ralentissement de la dépolarisation. Je passe au document 2 et je vois vinblastine et colchicine fixent les tubulines entre elles, le taxol, lui, est inséré dans la microtubuline. J'ai extrait les informations nécessaires à la résolution de mon problème, je dois le résoudre en interprétation. Donc, la vinblastine et la colchicine bloquent la polymérisation, alors que le taxol bloque la dépolymérisation. Je dois faire ma conclusion. Pour la conclusion, je dois me rappeler quel est mon objectif. Mon objectif était l'effet antimitotique. Donc, je commence d'abord par le fonctionnement normal. Le fuseau mitotique est composé de tubulines. Son rôle est la répartition des chromosomes dans les 2 cellules filles, c'est-à-dire le déplacement des chromosomes. Avec ces 3 substances, on empêche le renouvellement des tubulines, donc ça va bloquer le mouvement des chromosomes et donc freiner la division cellulaire anarchique qui conduit à une tumeur. S'il n'y a plus de division cellulaire anarchique, il y aura un effet anti-mitotique, donc un effet anti-cancéreux. Passons ensuite à l'exercice numéro 18, page 38. Vous deviez faire une comparaison du déroulement de la méiose et avec un certain nombre de critères. Donc, chez l'homme, j'ai la méiose qui se déroule dans les tubes séminifères des testicules. Voilà le tube séminifère au microscope électronique à balayage. Et j'ai une succession, je pars de cellules mères qui sont des spermatogonies, cellules diploïdes, à des cellules haploïdes qui sont des spermatocytes 2, puis des spermatides, puis des spermatozoïdes.
Chez la femme, ça se déroule dans l'ovaire avec des follicules qui transportent à l'intérieur un ovule. La méthodologie de type BAC. Je dois commencer par une introduction. Dans cette introduction, je vais donner une définition et je vais surtout reformuler la problématique sous la forme d'une question. Alors voici la définition. La méiose est une division cellulaire qui a lieu dans les organes génitaux. Elle aboutit à la formation des cellules reproductrices. Cette définition me permet de placer le sujet, situer le sujet. Et puis je reformule, je ne dois pas écrire la même chose que ce qui est écrit dans l'énoncé, je reformule quelles sont les différences et les points communs de la méiose chez l'homme et chez la femme. Puis je vais rechercher mon plan et les documents à associer. Donc je dois, le plan il correspond à des critères de comparaison, j'ai choisi le lieu, les phases diploïdes et haploïdes de la méiose, la durée de la méiose et le rythme de production des gamètes. J'ai également choisi de le présenter sous la forme d'un tableau. Donc avec les organes, les structures, les cellules mères diploïdes, les cellules filles haploïdes, les gamètes, la durée. Alors chez l'homme, ce sont les testicules qui contiennent des tubes séminifères. La méiose se déroule dans les tubes séminifères. Elle démarre avec des cellules mères qui sont des spermatogonies qui vont devenir des spermatocytes 1. Les spermatocytes 1 en prophase vont devenir des cellules haploïdes, c'est-à-dire des spermatocytes 2, qui vont se transformer en spermatides, qui vont aboutir à des spermatozoïdes. Donc la méiose, chez l'homme, aboutit à 4 spermatozoïdes haploïdes. La durée est de 74 heures. La production elle est continue de la puberté jusqu'à la mort chez l'homme. Alors que chez la femme, ce sont des ovaires. Dans les ovaires, il y a des follicules primordiaux avant la naissance. Ils sont bloqués en ovocyte 1, c'est-à-dire que la méiose a déjà démarré avant la naissance. Ils sont bloqués à l'état d'ovocyte 1, cellules déjà haploïdes, en fin de prophase 1, pendant des dizaines d'années. Et puis, on va aboutir à un seul ovocyte 2, ce sera le gamète haploïde, et c'est la fécondation qui va provoquer la fin de la méiose avec la production d'un ovule. La durée, ce sera une ovulation par mois, de la puberté à la méiose. Je dois faire une conclusion, c'est-à-dire une réponse au problème posé, avec l'essentiel et les mots-clés du cours. Alors, passage de la phase diploïde à la phase haploïde en prophase 1, elle est rapide chez l'homme, alors qu'elle est très longue chez la femme. Le fonctionnement est permanent chez l'homme, alors qu'il est cyclique chez la femme. L'homme produit des millions de spermatozoïdes, alors que la femme produit un seul ovocyte par mois. Je vous en prie, reprenez cette vidéo très lentement pour vous assurer d'avoir bien compris. Et je vous remercie.